100 personnes, on démarre ou on démarre? Ah, Bah ça oui, va là, je beaucoup crois mieux. Là, que. écoute, je t'écoute. Vas-y, démarre. Hein. Ok. Vous savez ce qu'on dirait? On dirait deux gamins qui ont découvert un jouet, le jouet du podcast. C'est quand on m'a offert un magnétophone quand j'étais petit et qu'on s'enregistrait pour se réécouter après, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais, Ou c'était en exactement. 1980. Alors, j'aimerais dire bonjour à tout le monde. Il y a Mona, Mathieu, Cop, Ludo, Pascal, Julio, Tiffen du Sud, Roger, qui trouve que le son est bon, Antonio, Alima, Neb, Gabi, Virginie, Chourouk, Chacha, Anne, Charlotte. Bon, vous êtes 100. Vous êtes à peu près 100. Et j'ai fait une bonne technique pour que sur le site, les gens aient facilement accès à ce podcast. Donc, en principe, on devrait être un peu plus peut-être tout à l'heure. Tiffen me demande si on sort l'apéro. On en sort de l'apéro. On en sort de l'apéro. Non, non, on n'a encore rien vu pour l'instant. J'aimerais que ce soir, ce soit une discussion entre vous et nous. On a à peu près 1 heure pour être ensemble, pour papoter. J'aimerais qu'on parle de rupture amoureuse. J'aimerais surtout qu'on parle de comment aller mieux suite à une rupture amoureuse, que ce soit en récupérant son ex, que ce soit en ne pas récupérant son ex, ou que ce soit en se récupérant soi-même de manière générale. Je pense que c'est vraiment ça le thème de la soirée, c'est comment se récupérer. Parce qu'une fois qu'on s'est récupéré soi-même, et derrière, je parle de pastis sur le truc. Une fois qu'on s'est récupéré, tout est beaucoup plus simple parce que forcément, derrière, une fois qu'on est fort et qu'on est prêt à réentendre ce que d'autres sont capables de nous dire, réentendre les critiques de la famille, réentendre les critiques de son ex, une fois qu'on est fort avec ça, derrière tout ça, il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'on redevient un aimant à toutes ces personnes. Je Bah, suis tout seul dans mon raisonnement ou pas? non, 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 pas du tout. Effectivement, il y a une espèce de fracture, moi, que j'ai constatée, qui est particulière dans le sens où finalement, on est un peu. On est un peu condamné à être la personne que les gens connaissent, c'est-à-dire que quand on est celui d'un groupe de personnes qui s'est fait larguer, finalement, on est un peu relégué à ce rôle-là et on devient ce rôle. Et fréquemment, ouais, on n'a pas beaucoup d'autres échappatoires que de finalement se prendre à quelques distances pour éviter Exactement. d'être celui qui s'est fait larguer, quoi. J'aimerais vous présenter ce soir, alors vous me connaissez probablement déjà tous sur le site. Jordan qui dit ça fait bizarre de se dire que c'est en direct. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre pour une fois. Et on n'est pas loin du direct en général parce que je tourne le matin et je publie l'après-midi. Mais bon, bref. J'aimerais vous présenter Basile aujourd'hui qui a écrit le livre Je me suis fait larguer, qui est sorti aux éditions Errol. Erol il y a quelques mois de ça. Donc voilà, pour certains, la thérapie, c'est de trouver des formations pour récupérer son ex. Pour d'autres, la thérapie, ça a été d'écrire leur histoire, de le publier derrière et d'avoir du succès parce que ça a été un livre qui était très très bien vendu. Ça a été premier des ventes en psychologie de couple sur Amazon tout l'été. Félicitations. Si on m'avait dit quand j'ai divorcé que j'ai écrit un bouquin de psychologie de couple avec un tel succès, je n'aurais pas beaucoup cru. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a beaucoup de mal en général à avoir un témoignage de quelqu'un d'autre sur le site parce que les gens sont assez timides, assez frileux par rapport à tout ça. Et là, pour une fois, on aura le témoignage de quelqu'un qui a vécu ça, qui a pas peur. Parce que vous savez, les ruptures amoureuses, c'est aussi quelque part prendre sur soi. C'est aussi accepter que voilà, on est plus au top, s'il y a un problème d'ego, etc. derrière ça. Pour une fois, on a une personne qui sera ravie d'en parler avec nous. Je vous propose qu'on fasse, on n'a qu'une seule heure, on a déjà 10 minutes de passé parce qu'on papote déjà pas mal. Je vous propose qu'on fasse une première partie rapide, on écoute l'histoire de Basile, et après ça, je vous propose qu'on passe à votre partie à vous. Où vous nous posez vos questions, on va vous prendre sur les téléphones qu'on a ici, on va écouter vos questions, on va en parler en temps réel. Et toi, tu as déjà des fans dans l'assistance qui disent stop ton livre. Ah ouais? Qui l'ont déjà lu? Bon, bah super. On a des petits cadeaux pour vous. Me dire ce que vous en pensez. Ouais. On a des petits cadeaux pour vous, donc on vous les donnera juste après. Notamment, il y a des chapitres gratuits, il y a des morceaux de livres, etc. On vous en parlera juste après. Tout d'abord, je vous propose qu'on écoute Basile. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que en fait, tu dis il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent à la première personne. Alors, c'était mon argumentaire jusqu'à il y a peu de temps et en fait, maintenant, c'est plus complètement exact parce que depuis septembre, Madame Trierweiler a écrit un livre sur la rupture à la première personne alors qu'avant, finalement, c'était comment dire, on avait des livres à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui racontaient ce que d'autres avaient vécu. Souvent, c'était des cliniciens ou des psychologues, des gens qui racontaient finalement ce que d'autres avaient vécu. Et outre le fait que ça peut être un petit peu austère, parce qu'on ne le raconte pas avec la même dynamique dans les sentiments,
L'enjeu, en tout cas, qui a été le mien, ça a été de raconter ce qui m'était arrivé pour que ça puisse profiter aux personnes qui sont dans le même cas, plutôt que de dire bon, vous allez ressentir ceci, enfin, allongez-vous, parlez-moi de votre maman. C'était vraiment pas ça le but du jeu. Qu'est-ce que Est-ce que tu veux peut-être nous raconter un peu comment t'es venu cette livre, par où est-ce que t'es passé? Déjà, peut-être raconte un peu à tout le monde est-ce que c'est secret ta rupture ou c'est sur la place publique? Est-ce bon, qu'on peut enfin, raconter les détails ou est-ce que c'est une rupture qu'on peut qualifier de classique ou est-ce qu'elle avait quelque chose d'extraordinaire? ah non, non, c'est la rupture la plus banale qu'on puisse imaginer. Je crois que de toute façon, toutes les ruptures sont assez banales. Enfin, moi, c'était pour une histoire de bande blanche, de parking sur une bande blanche. Donc, tu te doutes bien que la vraie raison, c'était pas ça. C'était quelque chose qui était larvé depuis plus longtemps. Et c'est justement une des choses qui est assez difficile à comprendre, enfin en tout cas, qui est difficile à bien visualiser quand on s'est fait larguer, c'est qu'en réalité, l'épiphénomène qui a mené à la rupture, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est sur le background qui a mené à cet épiphénomène en fait, qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'évidemment que je ne suis pas fait larguer pour une histoire de bande blanche. C'est quoi cette histoire de bande blanche? Bon, rien, une histoire de parking, quoi. On Tu s'engueulait pour, t'étais mal garé et ça a non, c'est déclenché le l'inverse, truc mais c'était derrière. ça, c'était une histoire de parking. Évidemment, les gens ne divorcent pas pour une histoire de place Et de c'est parking. là que ça a démarré, que la dispute a démarré. Mais c'est ça. Et du coup, dans un premier temps, ce qui est terrifiant, c'est que finalement, on en vient à se dire, bon, ben voilà, ce jour-là, j'aurais pas dû faire ça, parce que si j'avais pas été relou avec l'histoire de la bande blanche, eh ben, c'est pas ça qui se serait passé. Et en fait, on a l'impression, un peu comme le battement d'aile du papillon, que des petites causes ont des grandes conséquences. C'est comme dans un film américain, si vous voulez. Vous avez le couple donc, qui se dispute un petit peu, et puis finalement, tous les deux blessés dans leur orgueil, ils décident de pas lâcher. Alors il y en a un qui dit ouais, bon, ben d'accord, mais puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et l'autre dit ouais, ben c'est ça, t'as qu'à t'en aller, etc. Et puis bon, ben, ils se retournent, chacun de leur côté, ils s'en vont très très fâchés. Et puis voilà, on a un plan très émouvant avec l'un se retourne, l'autre se retourne après, mais l'autre se retourne après, et puis ça se joue à 2 secondes. Et alors nous, spectateurs, on est très très tristes parce qu'on voit bien que ça s'est pas joué à grand chose. Alors quand on ramène ça à sa propre histoire, on se dit ah, ce jour-là, si j'avais pas fait ça, tout aurait été différent, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de rapport avec ça. C'est surtout que c'est joué depuis très longtemps. Le mal, souvent, ça, c'est une des premières choses que j'ai découvert sur le site. C'est qu'au moment où on a l'impression de voir la rupture, en fait, elle a démarré il y a très 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 longtemps. À un moment où on se pensait encore bien en couple, on pensait que tout allait bien. Mais et d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où en fait, c'est décomplexant, déculpabilisant de comprendre ça. Parce que si on se dit que c'est pour une histoire de ce jour-là, j'aurais pas dû dire ça, vous vous rendez compte le poids de la culpabilité qu'on a sur les épaules. C'est horrible de se dire quelque chose comme ça, qu'il faut être attentif à chaque micro-truc. Bien sûr qu'il faut être attentif à chaque micro-truc, mais l'intégralité d'une relation ne se joue pas sur la réponse à telle ou telle question. Ça rappelle un peu le Titanic, alors j'en parle parfois en formation. Lorsque le Titanic a tapé dans les icebergs et que les soutes prenaient l'eau, les gens dansaient encore sur le pont et se rendaient compte de rien. C'est que bien plus tard, quand c'était vraiment foutu, que tout sombrait dans l'eau, qu'ils ont réalisé qu'en fait, il y avait un problème qui avait eu lieu bien avant. Mais c'est une excellente image, je la connaissais pas, mais c'est ça. Il y avait moyen de sauver tout le monde si on s'y était pris à l'avance, et puis bah, voilà, on fait pas attention. Sauf qu'on n'a pas fait gaffe, etc., et que ça s'est fini avant. C'est ça. Dis-moi un peu. Pas bon le coca, j'adore ça. Oh, dis-moi un peu. On est en train de parler de webinaire. Événement temps réel. Bon, bougez pas. Hein. L'assistante arrive, c'est bon. C'est bon, je crois que ça va aller. On l'a sauvé. Il y a des rebondissements dans ce. Ouais. C'est bon, on l'a sauvé. Oh. C'est ça les aléas du direct. Qu'est-ce qui t'a. Mon ordinateur qui s'en remet doucement là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de. Qu'est-ce qui t'a décidé d'écrire ce livre? Finalement, lorsqu'on regarde bien sur Je récupère mon ex, il y a beaucoup de gens qui vont aller. On passe en direct en même temps à côté de notre catastrophe. Quoi. On a le replay, on a le ralenti. Avec quelques secondes de décalage. On vient de gagner 20 spectateurs. C'est le Dimat. Non, c'est même pas des lots, c'est du coca là. C'est du coca, c'est encore pire. Lorsqu'on regarde un peu les gens sur JRME qui écrivent beaucoup leurs histoires sur le forum, certains ont jusqu'à 5000 ou 10 000 vues. Qu'est-ce qui fait que, enfin, 10 000 posts écrits sur le forum, qu'est-ce qui fait que toi, là-dedans, tu as décidé à un moment donné
de l'écrire ou de mettre ça en forme et d'envoyer ça à un éditeur? Enfin, pourquoi cette démarche en fait? Et alors, c'est un hasard complet. Je suis un peu comme Monsieur Jourdain. J'ai écrit un bouquin sans le savoir. C'est-à-dire que moi, bon, c'était un peu passé. Comme si vous êtes dans cette situation, vous savez que l'importance de cette phrase est dans le un peu. Donc, le un peu passé. J'étais dans une phase où j'étais plutôt en forme et j'ai deux copines qui étaient dans cette situation-là. Moi, j'habite en province et ces deux copines étaient à Paris. Du coup, je les avais beaucoup au téléphone pour leur remonter le moral et pour essayer Mhm. voilà, de parler au plus pressé pour elles. Et puis, quand on téléphone, en fait, et qu'on a quelqu'un qui pleurniche à l'autre bout, on va avoir tendance à utiliser des lieux communs que vous avez tous déjà entendus, qui sont Une perdue, 10 là, heures une de retrouvée. perdue, 10 de se retrouver, change-toi les idées, pense à autre chose, etc. Des tas de choses qui sont absolument pas fonctionnelles. Enfin, Mhm. c'est la réalité de ce qu'il faut faire, mais en réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus dur à faire, exactement. Voilà. Et puis, ben, moi, je ne faisais pas exception à la règle, c'est-à-dire que je disais ce genre de platitude. Et puis, ben, comme je n'étais pas très fier de moi en raccrochant, je m'étais mis à leur écrire des mails tard le soir pour qu'elles les trouvent le matin au réveil pour que ça les motive. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné et ça a été tellement, ça a été tellement bien reçu qu'elles m'ont toutes les deux dit, alors qu'elles me connaissaient, elles se connaissaient pas entre elles, que je devrais en faire quelque Mhm. chose. Et puis c'est comme ça que du coup j'ai commencé par faire un service sur Internet. Et puis après, ben, un bouquin. Un bouquin que c'est suivi. Et Ouais. donc, dans ce livre, tu racontes toute ton histoire, toute ta rupture. Est-ce que tu as eu à un moment donné envie de la récupérer là-dedans? Parce que c'est quand même le but du site. Mais ouais, c'est même quasiment comme ça qu'on se connaît, puisque moi, j'ai pas fait exception à la règle, c'est-à-dire que j'ai eu envie de la récupérer et j'ai acheté un service. Alors, ça s'appelait Récupérer son ex en 30 jours, je sais pas si Ouais, c'est toi. vrai. Et du coup, enfin, c'est naturel, ne serait-ce que par sursaut d'orgueil, on a c'est paradoxal d'ailleurs parce que Tu voulais la récupérer plus par orgueil que par. on en arrive à vouloir la récupérer pour se refaire et finalement la dimension d'amour là-dedans est Mhm. peut-être un petit peu relative, quoi. Ouais. Quelqu'un me parlait récemment de quelque chose qui est assez dur dans la conquête amoureuse, c'est qu'on a l'impression que notre seule solution pour sortir de cette déprime, c'est de récupérer l'autre, parce que l'autre a toutes les clés de ça, et que du coup, on préconise de faire un silence radio qui est finalement l'idée de laisser tomber ou de lâcher prise, et qu'il y a quelque chose de très très compliqué dans ce silence radio. En gros, on dit lâche prise et laisse faire, etc. Mais tu sens bien que tu es au fond du trou et que la seule personne qui peut t'en sortir, c'est l'ex. Chose qui se révèle être fausse au final, parce que ce qu'il faut d'abord, c'est se récupérer soi-même, revenir au top, et après ça, on peut faire quelque chose. Le truc, c'est que ce qui est très dangereux, c'est de s'en remettre pour pour sa propre, pour la manière dont on se voit, de s'en remettre au jugement de quelqu'un d'autre, c'est hyper dangereux. La Mm. seule personne avec qui on a la absolue certitude de finir sa vie, c'est soi-même. Mm. Et du coup, si on s'en remet à un tiers pour dire, ben voilà, toi t'es bien ou toi t'es pas bien, ben forcément, on se met en danger dans le sens où il suffit que la personne qui est en face vous déconsidère un petit peu et puis c'est fini. Et c'est d'ailleurs ça qui est souvent assez douloureux dans la rupture, c'est que quelqu'un qui publiquement vous qualifiait dans le sens, vous disiez au monde que vous êtes digne d'intérêt parce que regardez, voilà, je suis avec ce mec ou cette nana parce qu'elle est digne d'intérêt, parce que je l'aime, parce qu'elle est super. Et d'un seul coup, eh ben, cet intérêt que la personne vous portait, la personne vous le retire. Et concrètement, ça vous discrédite aux yeux du monde. Alors forcément, c'est vexant. Et là, on ne parle pas d'amour, hein, c'est de la vexation, c'est-à-dire que c'est une blessure narcissique. Ça n'a rien à voir avec la question de est-ce que vous aimez la personne ou pas. Là, c'est une question d'amour propre. Et et ce qui est dangereux, c'est ça, c'est finalement de courir après son ex pour se refaire et pour se regonfler narcissiquement parce que, tu vois, je te l'avais bien dit, tu m'as acheté parce que tu me trouvais plus assez bien et finalement tu me reprends parce qu'en fait tu t'es trompé. Mais C'est vouloir vrai, hein. prouver au monde que l'ex s'est trompé parce qu'il nous reprend, ça n'a rien à voir avec prouver sa valeur au Ça monde. va C'est sa deux propre choses complètement valeur. différentes. Exactement. Ah ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous mettre une petite offre là. On va voir si elle s'affiche bien à côté sur la page que tu Ah, as, attends, je suis pas bien sûr. surplus du tout, Ouais, donc c'est pas grave. ouais. Attends, c'est là. Donc si jamais vous voyez une offre à droite, c'est que c'est bon signe, sinon c'est que j'ai pas réussi. Ça charge. Bon, bref. Ouais. Ok, donc on sent bien qu'il y a une notion d'ego là-dedans, il y a quelque chose de difficile parce qu'il faut régler et son ego et la dépression liée à la rupture et l'influence des autres en plus et l'influence de l'ex.
et tout d'un coup, le regard de tout le monde qui va peut-être se permettre en plus de mettre son grain de sel là-dedans. Donc, il y a une position qui est vraiment pas évidente. Et en plus, on te conseille là-dedans, quoi, sur JRME, de prendre le large et d'aller faire autre chose. Donc, il y a quelque chose de vraiment pas évident là-dedans. C'est ça qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que prendre le large, ça permet de, quand on se retrouve, vous êtes, supposons, que quand vous allez à un mariage et puis que Tata Jacqueline, devant tout le monde, ne manque pas de rappeler que vous avez fait pipi au lit jusqu'à 8 ans, ça vous emmerde et ça vous fout la honte. Mais quelque part, le simple fait de continuer à fréquenter les mêmes amis va vous conforter dans cette position de vous êtes celui qui a été largué ou celle qui a été larguée, etc. Et du coup, vous êtes un peu coincé. Et ce que tu viens de dire, qui est de prendre de l'air, prendre de la distance et se reconstruire, ça peut paraître un peu une platitude et une phrase un peu toute faite comme ça, mais c'est plus, comment dire, c'est plus fin que ce que ça en a l'air parce que d'abord, le côté accepter l'idée de... Moi, je t'ai perdu. Tu m'as perdu. Ouais. Parfois, je fais des phrases. Pardon. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que se réapprivoiser son propre jugement sur soi, c'est décisif, quoi. Ouais, arriver à retrouver sa valeur malgré la rupture, on s'est fait dégager par l'ex, malgré le jugement des autres et malgré finalement tout cet entourage qui nous voit comme le largué dans cette histoire. C'est ça, et c'est retrouver sa valeur dans le sens retrouver une valeur qui n'a pas disparu, c'est retrouver une valeur qu'on a perdue de vue, c'est pas forcément retrouver une valeur qui a disparu. On n'a pas perdu en valeur sous prétexte qu'on s'est fait larguer. C'est le ressenti, quoi. C'est ça le piège. C'est ça. Le ressenti, c'est vraiment ça, c'est qu'on a l'impression que du jour au lendemain, on ne vaut plus rien, mais vraiment au sens littéral, c'est vraiment l'impression qu'on a. Et puis, il va falloir réapprendre qu'en fait, pour retrouver cette valeur, il suffit pas juste que l'ex vienne nous récupérer. Ça passe par d'autres choses. Notre valeur, intrinsèquement, elle ne change pas. Je veux dire, si demain, on me tape dessus, on me marche dessus ou autre, bon là, je vais peut-être reprendre le discours de philosophes ou de gens qui se sont fait enfermer pendant 20 ans dans des prisons pour des raisons politiques bien plus nobles que celles de récupérer son ex. Mais en tout cas, la chose qu'il dit, c'est voilà, c'est tapez-moi dessus, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ma valeur ne change pas. J'aurai toujours les mêmes valeurs au fond de moi, j'aurai toujours la même force. C'est pas parce que quelqu'un ne vous veut pas qu'on perd sa force derrière. On est toujours le même, on est toujours aussi puissant. C'est juste qu'il y a un ressenti étrange derrière ça qui fait que voilà, on est plus bon derrière, quoi. On se sent plus bon à rien. Et puis c'est ça, surtout que, ne serait-ce que pour des considérations futures, de relations futures, si on reste à pleurnicher, on ne va pas intéresser grand monde. Je ne parle pas forcément d'un rapport amoureux d'ailleurs. Hein, Comment tu t'en es sorti de tout ça? C'était quoi le point, une fois que tu as fait tout... Parce que finalement, ce livre, c'est aussi un peu un travail sur toi, c'est aussi découvrir toi-même comment t'es, c'est ta propre psychothérapie, c'est ça. Là où pour certains, ce sera d'aller sur le forum, d'autres, ce sera pour d'aller voir leurs copains, là où d'autres, ce sera d'aller chez un psy. Toi, ta thérapie, ça a été d'écrire. Ouais. Est-ce que derrière ça, tu peux dire que ça t'a changé la vie ou quel était le déclic? Est-ce que c'est le simple fait d'écrire tout ça qui t'a fait un déclic? Est-ce qu'il faut que tous les gens, les 200 personnes connectées ici, écrivent un livre pour s'en sortir? Madame dit, c'est Nelson Mandela qui a écrit cette phrase, et c'est exactement ça. Oui. Est-ce que tu conseilles à tous ces gens d'écrire? Est-ce que c'est ça qui était le déclic chez toi pour t'en sortir? Mais les exutoires, ça dépend des gens. Hein. C'est pas les mêmes exutoires pour tout le monde. Moi, j'ai fait de l'équitation, de la danse classique. C'est pas, ça colle pas pour tout le monde. Mais en tout cas, le chemin vers un bien-être, oui, c'est passé par ces trucs-là, oui, c'est sûr. Après, comme j'ai dit, c'est un peu un hasard d'avoir écrit ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été très bénéfique. Je ne l'ai pas fait au départ pour retirer un bien-être, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été le cas. Et de toute façon, écrire pour soi, au moins pour soi. Mais est-ce que c'est ça qui était ton déclencheur à toi? Non, pas vraiment, parce que moi, j'avais déjà fait 90% du chemin, je crois, mais les 10%, et puis de toute façon, c'est toujours la fin qui est un petit peu compliquée, les 10% de fin, je crois que je les ai formalisés en écrivant le bouquin, alors que finalement, j'avais encore des zones d'ombre, et puis comme tout le monde, j'ai certainement encore des zones d'ombre là-dessus. Mais ouais, c'est sûr que ça a été bénéfique. T'as pas eu quelque chose qui t'a fait un déclic un jour? Moi, j'ai eu 2 déclics. J'ai eu un premier, alors je vais me ridiculiser un petit peu, mais... Vas-y, je vais l'avoir sur ces retranchements là. Je vais avoir Non, en plus, je le dis assez simplement et sincèrement, mais
comment? Il y a le coup classique où finalement il y a des amis qui sont obligés de choisir. C'est-à-dire il y a monsieur, madame, et puis vous fréquentiez un certain nombre de personnes. Et puis les gens, souvent, se sont un peu obligés de choisir parce qu'ils ont le cul entre deux chaises. Et du coup, il y a des gens qu'on voit moins parce qu'ils fréquentent madame après coup, et des gens qu'on continue à voir parce que. Mais c'est ça qui t'a fait un électrochoc. Attends. Donc, moi, ça, quelque part, comme j'étais dans une espèce de posture très ampoulée, très laissez-moi mourir, etc. Et puis en jetant un petit coup d'œil pour voir qui allait venir à ma rescousse. Et il y a un week-end où j'avais décidé de, on va bien voir qui est-ce qui tient vraiment à ma santé, etc. Et donc, c'est un week-end où je m'étais dit, je ne passe pas un coup de fil, on va bien voir qui est-ce qui va m'appeler pour prendre de mes nouvelles alors que je vais tellement mal, que c'est tellement horrible, etc., etc. Et puis, le dimanche à 17h, quand le téléphone n'avait toujours pas sonné et que j'étais dans une espèce d'état. Personne ne m'avait appelé du week-end, mais ce que rétrospectivement, je comprends. Hein, je parlais que de ça, etc. C'était très chiant, j'étais pas du tout de bonne compagnie. Et donc, j'ai eu un premier réflexe qui était de me dire, en gros, laissez-moi, je peux mourir. Tout, voilà. Et puis, finalement, un éclair de lucidité où, finalement, la question de ma propre persistance, j'y étais devenu assez indifférent. Et ça, c'est hyper libérateur dans le sens où on se rend compte que tout ça n'est pas si grave. Et moi, ça m'a fait cet effet-là, et où du coup, j'ai eu vraiment, ça a été hyper libérateur en fait. Alors, je vais dire ça un peu poétiquement, mais même si c'est vraiment très con, mais de passer près de la mort, c'est-à-dire de passer près de cette idée que finalement, j'aurais pu disparaître, ça n'aurait pas intéressé personne. Mais c'était hyper narcissique et vaniteux, etc. Hein, de se poser comme ça et puis de dire, on va bien voir qui m'appelle. Est-ce que si je résume, tu as été au plus loin de tout ce que tu pouvais déprimer, jusqu'au moment où tu t'es rendu compte que ça intéressait plus personne autour de toi et que tu t'étais un peu perdu là-dedans, ou c'est quelque chose comme ça ou pas? Je me suis perdu moi, et puis j'ai perdu malheureusement des amitiés, parce qu'à être chiant comme ça, à passer son temps à parler d'abord que de soi, parce que sous couvert de parler de sa rupture et d'expliquer comment on est malheureux parce que madame est partie, etc., en réalité on parle que de soi et on demande à se faire plaindre, etc. Et ça, c'est pas très fonctionnel. C'est un spleen de baudelairien là-dedans, quoi. Ouais, enfin, comment dire, la poésie en moins, parce que quand on transcende le spleen et puis qu'on en retire de la littérature, c'est une chose, mais quand on peut pas passer 5 minutes pour ramener la conversation à soi, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu malheureusement la vie à chaque fois. Alors, on va faire quelque chose là, on va faire une petite expérience, on va voir si on est assez calé en informatique pour réussir ça. Dans quelques instants, on va prendre les questions. On avait fait ça il y a quelques temps, ça avait très bien marché. Tout d'abord, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. On va voir si j'arrive à faire ça. On va voir si je suis bon ou pas avec mes histoires. Voilà, clic, clic, clic. Et là, vous allez me dire tout de suite si... Je vais te dire, moi, parce que j'ai rouvert mon machin. Bien sûr. Ah, putain, annuler l'offre qui est une version. Je comprends rien. Vas-y, fais annuler. Il faut tout que je retape après, non? Non, peut-être pas quand tu remets, je crois que c'est bon. Ça s'affiche? Il y a tout sauf l'image. Attends, ça va peut-être changer. J'ai confondu. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais. J'aimerais vous parler juste en 2 minutes. Il est 21h. On a encore quelques minutes avant de passer aux questions. J'aimerais vous parler du podcast JRME. C'est quelque chose qui cartonne depuis une semaine. Alors, je vais juste me connecter dessus en même temps. Ça vaut... Ça, on passe à 29 € par mois. Mais déjà en un mois, vous avez toutes les informations super utiles. Vous avez 30 fichiers audio qui durent aller à peu près entre 5 et 20 minutes selon les jours. Je vous donne des conseils tous les jours. Les derniers conseils des derniers jours ont été les suivants. Quel format, quand on envoie une lettre à son ex, est-ce qu'il faut en envoyer un ou est-ce que cette action pourrait avoir des conséquences? Si votre enquête régresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en sortir? Ensuite, je donne des 5 astuces anti-déprime parce qu'on est assez souvent déprimé sur des ruptures amoureuses. L'effet qui s'appelle double rupture amoureuse, dont je ne vous ai pas encore parlé dans d'autres formations, on parle celle-ci. Que faire quand son ex est ambigu? Un jour il a l'air amoureux, un jour il veut qu'on soit amis. Quelle est la raison et quelle est la manière de s'en sortir? Ma reconquête n'avance pas, comment aller de l'avant? Donc vous voyez, chaque jour, je me prends au bureau, ou alors des fois c'est en marchant, des fois c'est où je suis quand j'ai une inspiration. Je fais un petit fichier audio qui dure en gros entre 10 et 20 minutes. Je vous donne des conseils. Le format est génial parce que en 10-20 minutes, je vous donne le meilleur de ma journée, le meilleur de ma réflexion. Les gens sont très ravis. Pour l'instant, j'ai quasiment pas une seule désinscription, donc ça veut dire que c'est très bon signe. Ça vaut 1 seul euro. Je ne sais pas si vous n'êtes pas prêt à mettre 1 € pour votre rupture, c'est qu'il y a un souci.
Et même quitte à vous désabonner après, inscrivez-vous, vraiment, c'est urgent, juste ne serait-ce que pour essayer. Et on peut se désinscrire en un clic. Donc voilà, c'est que du bonus, c'est que du gagné. Là, ça s'affiche juste sur votre droite. Et dessus, vous pouvez y avoir accès immédiatement. Et grâce à mon super paiement en un clic, vous pouvez même payer en un seul clic en principe. On a mis 2 semaines pour mettre ça en ligne. Voilà. Maintenant, on va passer. Alors, si j'arrive à la supprimer, hop. C'est bon, ça marche. On va passer au message. On va passer au message de droite. Je vais mettre les messages privés pendant quelques minutes là. Chourou qui me dit je suis fauché, trop de prélèvements. Et c'est 1 euro. Alors là, franchement, c'est pas une bonne excuse. C'est pas un prélèvement, c'est une carte. En plus, c'est pas un prélèvement, c'est une carte. Exactement, ça n'a rien à voir. Je vais vous proposer. Est-ce que tu sais comment on fait un appel masqué, toi, sur ton téléphone? Ah non. D'accord, moi non plus. Mais bon, on va appeler mon propre numéro. Tu sais combien? Ok. Je vais vous proposer que vous marquiez votre problème et votre numéro de téléphone. Donc là, on est en privé. Donc, a priori, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous le mettre. Et on appelle le premier numéro qui a un problème intéressant et on va voir tous ensemble, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut traiter ça et si on peut faire quelque chose en direct, un peu comme sur une radio libre ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, au passage, si votre émission vous intéresse, dites-le nous et on la refera régulièrement. Allez-y, alors si vous pouvez relancer vos… Ok, désolé. Et ça marche ou pas? Ouais. Mais là, du coup, comme maintenant c'est passé en privé, là. Alors… Nous voilà. Alors, on va prendre la première personne. C'est bon, on a perdu 2 tiers de la salle, c'est parfait. C'est ça que j'ai fait tout à l'heure qui a tout coupé. Ne jamais cliquer sur les boutons. Alors, Là, dièse 31 dièse. Enfin, là, oui, je sais. Allez, vas-y, dis-moi, si c'est un autre, c'est un autre. Hein. Moi, j'ai tout mon temps. Moi, j'ai jusqu'à minuit ce soir. Alors, ça, là, ça. C'est bien, ça. Ah, ça, c'était bien, ça. Ça, c'était une bonne question, ça. Ça, c'était même une excellente question. Comment récupérer son ex lorsqu'elle a peur de l'engagement? On anonymise le nom de la personne. On va appeler Maurice. Maurice. Allez, Maurice. Alors, on va appeler Maurice dans 2 secondes, le temps que j'arrive à composer ce numéro. Je pense que Ça son fait dièse, aura… 31 dièse? Non, mais ça va, je m'en fous, en fait, si j'ai mon numéro de téléphone. Hein? Je pense que ce soir, après le coca sur l'écran, après le fait que j'ai déconnecté le truc, je pense pas que je peux être pire que ça niveau webinaire. Et vous verrez qu'on s'en rappellera longtemps. Vous verrez. Tu me dirais si on entend bien la personne qui parle après ça? Allô? Ouais. Maurice? Oui. Salut, c'est Antoine, c'est Basile et Antoine, ça va bien? Très bien, et toi? Bon, bah très bien. Raconte-nous un peu ta question. Tu as posé une très bonne question là dans la sidebar. Alors, en fait, pour faire court, mon ex et moi sommes restés 4 ans ensemble. Oui. Donc, elle m'a quitté donc, sans vraiment de raison valable, on va dire. Donc, elle m'a annoncé plus de sentiments. Et en creusant un peu, il s'est avéré que je me suis aperçu, en fait, qu'elle avait plus peur de s'engager dans une relation, on va dire, longue. D'accord. Avec des projets de vivre ensemble. Alors, généralement, comme on a assez peu de temps, c'est des trucs qui, en principe, qui prennent un peu de temps pour arriver à trouver les réponses, les questions, trouver le contexte, etc. Si je te donne juste quelques généralités par rapport à ça. Généralement, lorsqu'on reste 4 ans avec quelqu'un, c'est qu'on est déjà engagé quand même. La peur de l'engagement, généralement, on la voit plutôt lorsque quelqu'un a peur au bout de 3 mois, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'après ça, on devient un vrai couple. Mais quand on a dépassé les quelques mois, en général, on est déjà engagé. Alors, la peur de l'engagement, c'était forcément autre chose de sa part. Ça pouvait être, par exemple… En fait, c'était parce que là, en fait, on termine toutes les deux nos études, donc des études supérieures, et on va entrer, disons, dans une nouvelle vie d'ici 2 mois. D'accord. Vous étiez donc sur le point de trouver un travail tous les deux. Voilà, tout à fait. Et tout d'un coup, elle a pris peur par rapport à ça et ça n'a pas été du tout. C'est ça. Alors,
vraiment, enfin, au risque de me répéter, quand on reste 4 ans avec quelqu'un, c'est qu'on est parti sur quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, le fait que vous entrez dans la vie active, généralement, il y a une espèce de pensée populaire sur le fait que quand on prend un job, lorsqu'on commence son travail, c'est signe qu'on va commencer la vie réelle, c'est signe qu'on arrête de s'amuser, c'est signe qu'on se met avec la personne de nos rêves, et c'est signe qu'on va faire des enfants. Moi, je ne sais pas personnellement, alors, moi qui suis presque étudiant, hein, avec mes 26 ans et mon bonnet, Oui. je peux dire que voilà, lorsque j'ai fini mes études, il y a un an, j'ai quelque chose comme peut-être, je sais pas, un peu de sur trois qui s'est marié. Et du coup, c'est bizarre en fait. Pourquoi se marier quand on prend son job, tu vois, je vois même pas le rapport, quoi, à la limite. Parce que les gens pensent que c'est sérieux, quoi. Et je vais dire quelque chose. Très probablement qu'en fait, c'est pas une peur de l'engagement qu'elle a. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que c'est un déclencheur pour autre chose. Quand tu arrives dans la vie active et que tu vois que tous tes copains se marient, que tu vois que tu en as un tiers qui passe sur des choses sérieuses, qui ont des gros jobs, qui vont démarrer leur vie réelle, à un moment donné, il y a une espèce de bilan. Tu te dis, mince, est-ce que je veux continuer ma vie avec cette personne? Et je pense qu'au-delà de l'engagement, en fait, il y a l'idée d'objectif. Est-ce que vous aviez le même objectif dans la vie? Est-ce que vous alliez tous les deux dans le même endroit? Est-ce que, par exemple, vous vous disiez, tiens, dans 5 ans, à moyen terme, on va faire ci, dans 10 ans, on va faire ça, etc. Et je pense qu'en fait, ça correspondait pile à ces moments de transition et que ça a fait un peu comme une espèce de crise, comme on peut avoir une crise de la trentaine, une crise de la quarantaine, etc. Et que cette crise, ça l'a forcé, ou ça a amplifié un peu comme un révélateur d'images, d'images complètement vieilles, comme un révélateur de photos au 3e siècle. Tu vois, comme en chimie, quand on met quelque chose et ça révèle le truc, tu vois. Et je pense que ça l'a révélé un peu trop vite, mais qu'au final, la rupture, elle aurait quand même été là, malgré ça, un petit peu avant, un petit peu après, à mon avis. Et moi, j'ai une question à te poser, c'est, tu dis, enfin, je ne sais pas si c'est ton interprétation ou ce qu'elle t'a dit, qu'elle avait peur de l'engagement. Mais toi, est-ce que tu lui as fait une proposition qui suggérait qu'elle s'engage pour qu'elle te réponde qu'elle avait peur de l'engagement? La veille, je lui avais parlé justement de se mettre ensemble en appartement. D'accord. D'accord. Et elle avait été OK par rapport à ça ou pas? Que si elle ne le faisait pas maintenant, elle avait peur que ça se passe, que ça casse d'ici 3 ans, 4, 5, 10 ans. D'accord. Mais maintenant, après, la question qu'il faut que tu te poses, c'est dans quelle mesure quelqu'un qui te dit visiblement honnêtement, si je paraphrase, qui te dit je préfère pas te bercer d'illusions en emménagement avec toi, dans la mesure où finalement, si je te largue pas maintenant, j'ai l'impression que je pourrais te larguer dans 3 ans. Est-ce que toi, c'est finalement compatible avec ton projet de vie, dans le sens où je suppose que tu as ton but dans la vie, c'est pas de t'engager avec quelqu'un avec qui c'est pas sûr. Bien sûr, c'est sûr. Et du coup, comment dire, est-ce que quelque part ça te, en gros, pourquoi tu veux pas la laisser filer? En gros, t'as quelqu'un en face de toi qui te dit, c'est pas ça mon projet de vie. Et tu te demandes comment la récupérer. Alors, se demander comment la récupérer, finalement, c'est imaginer qu'elle va changer de projet de vie. Enfin, je suppose que tu veux pas l'attacher dans ta cave, quoi. Non. Et alors, c'est juste que tout se passait bien, on n'a jamais eu de dispute. Et du jour au lendemain, voilà, c'est plus de nouvelles. C'est un problème d'objectif, ça c'est un problème d'objectif de but. Vous n'aviez pas les mêmes buts au bout de 4 ans que vous aviez au début. Tu sais ce que je te propose? Tu as mon numéro, demain tu me bipes et on voit ça ensemble. Je te fais une vraie séance, on en papote pendant 1 heure et je te résous ça, ok? Entendu. Et écoute pas Basile qui veut te faire larguer. Ah non, moi je te fais les conseils pour récupérer, moi. Voilà, c'est ça. Donc chacun sa spécialité. Moi, c'est plus sur comment passer au-delà, comment passer au-delà de la souffrance que génère une rupture. Après, je suis très content quand les gens s'étaient séparés pour un malentendu et qui se remettent ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui est absolument certain, c'est que on peut pas faire l'économie pour récupérer son ex de se remettre sur pied et d'être en pleine forme parce qu'on peut pas aller se présenter et puis demander à son ex de se remettre ensemble par pitié, quoi. C'est absolument certain que tu peux pas faire ça. On voit ça ensemble demain et tu m'appelles, je suis dispo l'après-midi. En milieu d'après-midi. Ok. Salut. Merci beaucoup. Bonne continuation. Salut, bye. Allez, on se dépêche, on a encore le temps pour 2 autres.
J'ai repéré ça là, est-ce que ça te dit? De Sophiette. Ça te plaît ça? Ouais, C'est toi qui décides, hein? ouais. Allez, c'est parti. Hop. Donc on l'appelle comment celle-là, Sophie? Sophie ou Sophiette ou Sophiette. comme Allez, tu veux. Paupiette. Tiens, Paupiette. Ouais, on tente, tiens. Mon ex m'a quitté après 3 ans de relation. Il me dit que ça fait 1 mois que ses sentiments partent. Il n'a pas l'air triste. Il me dit qu'il a déjà tourné la page. Comment est-ce possible? Il pense que je ne peux pas changer et du coup, il ne croit plus en nous. Comment lui prouver qu'il a tort? Nous allons savoir tout de suite la suite. 3 ans de relation. On a eu 4 ans de relation, 3 ans de relation. C'est beaucoup quand même, hein? Euh, pour que quelqu'un s'intéresse au sujet de récupérer son ex, il faut que ça fait suffisamment mal pour Bah qu'il oui. arrive sur un site qui s'appelle Je récupère mon Allô? ex. Allô? Oui? Paupiette? Sophiette, on a dit. Ah, Sophiette, pardon. C'est Antoine de JRME. Je te dérange pas? Ah oui. Non, non. Ça va. Moi, c'est pas Sophie, c'est Clémence. Oui, bon, d'accord. Ah. On voulait anonymiser ton nom, mais c'est bon. Maintenant, tout le monde sait que tu t'appelles Clémence. Ah oui, ok. C'est pas grave. Raconte-nous un peu ce qui t'arrive. Ton ex t'a quitté au bout de 3 ans de relation. Oui, c'est ça. Donc, au bout de 3 ans de relation, Il te dit que ça Donc, fait 1 mois que donc, ses sentiments partent. C'est très peu, 1 mois. oui, en fait, on s'est disputé en octobre et il me disait que qu'il n'était pas plus sûr de ses sentiments parce que il pensait que, enfin, il avait l'impression d'étouffer un peu, que j'étais un peu trop possessive et donc on a essayé d'arranger ça en se disant bon, on se laisse quelques week-ends seuls avec nos amis. Et donc, on s'est revus, on va dire, 3 week-ends sur 5. Et malgré ça, il m'a dit que ses sentiments avaient disparu, que lui, ça faisait déjà 1 mois que ses sentiments s'en allaient peu à peu. Et voilà. Alors, c'est peu, hein. Alors, 1 mois, si te dit que ça fait 1 mois, alors soit il ment ou soit c'est vraiment très peu, hein. En général, ça met, enfin, c'est des choses qui viennent avec, qui mettent des mois et des mois à venir. Enfin, l'amour, enfin, en tout cas, bon, même si on a un coup de foudre au départ, c'est quand même quelque chose qui se construit dans le temps et ce qui se déconstruit aussi dans le temps. C'est assez rarement, on se réveille un matin, on fait merde, mais en fait, je t'aime plus, quoi. T'es qui, toi, précisément? En principe, ça met quand même un peu de temps. Donc là, on sent vraiment que soit vraiment il te ment et ça fait peut-être des mois qu'il y pense et ça fait que 1 mois qu'il arrive enfin à s'y remettre, tu vois, à l'avouer. Ou alors il te dit que ça fait 1 mois, peut-être pour t'épargner aussi et ne pas te dire que ça fait plus longtemps qu'il a des soucis. Ce qui pourrait expliquer derrière la suite du message que tu me dis. Mais c'est quoi la dispute? Parce que pour que une dispute, tu as l'air de penser à une dispute précise, c'est pour qu'une dispute puisse remettre en question les sentiments de quelqu'un, ça doit être plus qu'une dispute, ça doit être vraiment quelque chose avec des grands principes derrière. Qu'est-ce que c'était? En fait, on n'était pas... donc, on n'habitait déjà pas dans la même ville. Et lui, en fait, avait l'impression que... moi, en fait, j'arrivais pas, quand il voulait faire des choses, par exemple, les week-ends qu'avec ses amis, et qu'il me disait non, ne viens pas, je préfère qu'avec mes amis. Quand il faisait des projets lui, mais soit seul ou que avec ses amis, moi, je le prenais un peu mal parce que j'avais l'impression qu'il faisait que des projets seul ou avec ses amis, mais jamais avec moi. Vous avez plus il était plus moteur dans son groupe amical, enfin dans son groupe d'amis qu'avec toi, que dans votre couple. Et du coup, tu fais des reproches par rapport à ça. En fait, il voulait tout le temps me voir quand même les week-ends, donc je pense qu'il m'aimait quand même. Mais malgré ça, il n'arrivait pas vraiment à faire des projets de couple, en fait. Et c'était surtout pour ça qu'on se disputait sur les présentations à la famille, sur les week-ends qu'il voulait faire seul, sur les projets, sur d'autres projets qu'il faisait avec ses amis ou des choses comme ça. Des projets à moyen et long terme, il y avait vraiment du mal avec ça, en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'on se disputait. Ok, donc beaucoup de disputes. Et du jour au lendemain, tu me dis, il a tourné la page en très peu de temps. Ça fait 1 mois que ses sentiments sont partis. Il n'a pas l'air triste, il a déjà tourné la page. Oui, alors il me dit que voilà, lui, ça va. Bon, il voulait à tout prix qu'on reste amis. Oui. Et il voulait qu'on reste amis, mais il me disait oui, on a passé des bons moments, mais non, ça ne me manque pas. Qu'est-ce que tu as fait pour le. D'accord, donc il est vraiment sans aucun regret. Je pense que sa décision a été mûrement réfléchie. Pour ce coup-là. Quelles ont été tes actions là-dedans pour le récupérer? Tu as fait un silence radio? Oui, en fait, ça fait 2 semaines. En fait, je ne vais plus parler pendant 4 jours et c'est lui qui m'a recontacté pour prendre de mes nouvelles.
Et en fait, je lui ai dit que je voulais pas, que je voulais plus rester amie avec lui. Et du coup, ça fait à peu près 2 semaines qu'on s'est plus du tout parlé. D'accord, ok. Donc là, c'est silence radio. Et l'étape d'après, ça va être de lui reparler de la reconquête, comprendre un peu par quoi il passe en ce moment, comprendre les raisons de la rupture, parce que Pardon? il va falloir que tu Ah oui. comprennes les raisons de la rupture, parce que là, ça n'a pas l'air très clair quand même. Si la raison, c'est Ouais. juste qu'il passez plus de temps avec ses amis qu'avec toi, c'est pas un qui te reproche qui te reproche dès que ses sentiments partent. Derrière ça, il y a forcément une vraie raison que tu ne connais pas aujourd'hui. Quelque chose de plus profond. Peut-être, on parlait juste dans le cas d'avant d'un manque d'objectifs communs, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que, je sais pas, il y avait de la routine dans votre couple. Est-ce qu'il y avait des choses par rapport à ça qui pourraient être pensables? Alors non, pas pour une autre personne. En me quittant, il m'a dit qu'il savait même pas s'il retrouverait quelqu'un d'aussi bien que moi. Mais voilà, il se disait qu'il savait pas ce dont il avait besoin pour être heureux dans un couple et que donc il préférait arrêter et que voilà qu'il avait l'impression d'étouffer en fait. D'accord. Moi, il y a deux choses qui me. Tiens, tu peux revenir sur le. Bien sûr. Il y a deux choses qui m'ont fait tiquer dans le message que tu as écrit. Il y a la première, c'est ta conclusion qui est comment lui prouver qu'il a tort. Et moi, quand je lis comment lui prouver qu'il a tort, j'entends le message de quelqu'un de vexé, mais pas forcément une autre phrase qui aurait pu être comment raviver la flamme, comment lui faire retrouver des sentiments pour moi. Du coup, ça me paraît être une très mauvaise motivation. Si c'est juste pour lui prouver qu'il a tort, soit c'est une maladresse dans la tournure des phrases. Oui, vas-y. Non, en fait, c'était juste ce que je voulais dire par là, c'était que en fait, ce que lui pense aussi quand il m'a appris quand il m'a dit que c'était fini, c'est qu'il me disait que il avait l'impression que ça n'allait jamais marcher. Que même quand je faisais des efforts pour le laisser un peu plus de liberté, au bout de quelques temps, voilà, je redevenais un peu trop possessive et que du coup, il avait l'impression que jamais je pourrais changer. Et oui, donc lui prouver qu'il a tort dans le sens que oui, je peux changer, je peux devenir moins possessive et que ça dure vraiment. Mais est-ce que c'était maladif ou est-ce que c'était juste un peu possessive au final? Personne ne se pense malade de ça, quoi. Mais est-ce que tu te sens, est-ce que tu disais vraiment t'exagérais ou est-ce que ça allait, c'était juste un peu comme, je sais pas, est-ce que tu te sentais un peu comme toutes tes amies, genre un peu possessive et ni plus ni moins, ni plus ni moins comme chaque femme finalement. Il y a tas de garçons possessifs. Et de garçons, Je pense que c'était un peu plus problématique parce que j'avais envie de tout lui apporter et j'avais un peu de mal quand je voyais qu'il pouvait être heureux sans moi, donc je pense que c'était un peu problématique. D'accord. Même si quand on faisait des soirées séparément, je lui envoyais aucun message, mais c'était surtout quand il m'annonçait qu'on faisait une soirée séparément que là vraiment je pouvais vraiment m'énerver, que lui au final il avait peur de me dire est-ce que je pourrais je vais faire on fait un week-end séparé et c'est vrai que du coup lui il avait beaucoup d'angoisse à m'annoncer des trucs comme ça. Et toi, pour toi, essayer de changer, c'est une souffrance pour toi ou pas? Parce que si c'est une souffrance, mais que le jeu en vaut la chandelle, c'est une chose, mais c'est après, il faut mesurer un peu le. Je sais que je prends le contre-pied. Hein, Vas-y, non, vas-y. Au contraire, c'est avec grand plaisir que j'entends d'autres avis. On est un peu dans le même objectif, finalement. Ouais, tout à fait. Je suis plus dans la reconquête et plus dans la reconstruction, mais je suis aussi reconstruction. Enfin, de toute façon, bien sûr. On est deux temps, tu vois. Oui. On se fait des petites flatteries entre nous, des petites courbettes. Donc Clémence, en gros, le prix à payer pour toi du changement, est-ce que c'est un prix qui est douloureux ou est-ce que c'est juste que là, tu n'as pas encore l'habitude et que tu es sur le chemin? Parce que ça, c'est une vraie question dans le sens où si c'est te renier quelque part, c'est pas du tout et que ça t'oblige à devenir une autre personne que tu vas pas faire spontanément juste pour lui plaire, c'est quand même pas exactement la même chose que juste vous avez pris un certain nombre d'habitudes et puis finalement, tu peux fonctionner autrement sans que ça te coûte énormément. En fait, je pense que c'est plus un problème de confiance en soi. Parce que bon, le fait que je me sente rejetée dès que lui veut faire quelque chose sans moi, je pense que c'est un problème que moi j'ai, que pour moi c'est pas quelque chose de normal, c'est pas normal de réagir comme ça. Moi je sais que j'ai besoin des fois de sortir, de voir mes amis.
Mais quand c'est lui, oui, c'est là où ça me pose problème. Donc, je trouve que c'est pas normal. Et en fait, j'ai déjà pris quelques séances avec une psychologue pour m'aider à résoudre ce problème. Mais voilà, ce qui me fait peur actuellement, c'est que je me dis, est-ce que lui peut vraiment penser que je peux changer, même si ça fait à peu près 2 ans qu'il me reproche d'être un peu trop possessive. D'accord. Je vais t'envoyer, en même temps, on a une coach sur Skype là, qui me dit qu'elle serait ravie de t'aider demain, de te filer un petit conseil. Est-ce que je peux lui filer ton numéro pour que vous voyez ça ensemble? Oui. C'est gratuit, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'arnaque, c'est gratos. Eh ben, écoute, je lui file ton numéro et elle t'appelle demain et vous verrez ensemble à quelle heure ça l'arrange et comme ça, vous verrez ça ensemble. En tout cas, ça me fait un grand plaisir d'avoir ce genre de témoignage. Déjà, je suis très fier de toi. Tu as réussi à, déjà, ne serait-ce qu'à d'être ici, passer un coup de fil, reconnaître ses propres erreurs, c'est déjà énorme. C'est déjà 3/4 du travail, quoi. Partant de là, après ça, tout le reste, ce sera du détail, quoi. C'est juste de la mise en œuvre pratique de la reconquête. Mais tu as fait le plus gros aujourd'hui. C'est déjà admirable. Tu as reconnu tes erreurs, tu sais où ça se passe, tu sais comment tu vas faire. Et c'est parfait. C'est un super travail. Je suis très fier. Merci beaucoup. Bon. Merci grâce aussi. Bon, merci. Je lui file ton numéro à la coach. Elle va t'appeler demain et comme ça, vous verrez ça ensemble, ok? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Salut, au revoir. Salut. Alors, on va appeler, on a encore 5 minutes, on va faire vite. On a le choix. Alors, c'est toi l'invité ce soir. On a Maurice qui a 37 ans de vie commune, séparation douloureuse. Soit on prend ça, pour le dernier appel, soit on prend la pire histoire qu'on ait lue là-dedans. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime bien l'histoire de Maurice, 37 ans de vie commune. Déjà, ça nous apprend que voilà, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la rupture, il n'y a pas de position. On peut être marié depuis 3 mois, ou depuis 37 ans. Et derrière, ben voilà, ça se passe, ça peut aller, ça peut ne pas aller du tout. Donc, ce que je vous propose, vous avez 30 secondes pour m'écrire à droite la pire histoire. La pire histoire. Et si jamais il y en a une qui est mieux, je l'appelle derrière. Non, c'est Maurice. Je te laisse vérifier ici. Hein. Ouais, la pire, hein, je veux vraiment la pire. Hein. Salut Julien. C'est cool, il y a tous mes copains sur le truc. Maurice, ça me rappelle cette émission quand j'étais jeune à la radio. Attends, pardon, j'écoute en même temps du coup. Ça, c'est pas les pires, ça. Hein. Non, on veut quelque chose cool, de pire, ça. genre. Ouais, pire que ça. Pire que ça, encore pire. Non, tout ça, ça va, c'est cool. Oh, il se retrouve. Ah, c'est pas mal. C'est ma fille. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je viens d'apprendre ce soir que mon ex s'est trouvé un ex et je l'ai découvert par ma fille. C'est pas mal, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas pire que ça? Ouais, si, il y a pire que ça. Non. 10 ans de mariage. Faute classique faite. Combiner l'homme au foyer. Bon, ça, c'est pas pire, ça. Allez, vous avez forcément une histoire à nous raconter, quoi. Moi. Non, Mona, ça, c'est pas pire, ça. Ouais. Mon ex a besoin de séduire d'autres femmes. Moi qui pensais qu'on aurait un peu du sucré ce soir, là. Qu'on aurait un peu des histoires un peu salées. Comment rendre un homme infidèle fidèle? Mona, tu gagnes. Mais surtout comment. Mona, je veux du croustillant ce soir. Pourquoi trouver un homme infidèle quand on en veut un fidèle? C'est surtout ça. Ouais. On nous dit c'est moche de rigoler de situations comme ça. Au contraire, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, quoi. C'est mon numéro. Si vous nous écrivez de boîte de nuit, faut le temps de sortir. Alors, on va appeler, allez, Maurice. Prochaine fois, tu sais ce qu'on fera la prochaine fois, mais pour de vrai, c'est qu'on va, la prochaine fois, on va étudier à l'avance nos questions, plutôt que de les prendre à la volée. On aura une liste, on sera plus organisé. Quand est-ce que tu reviens ici d'ailleurs au passage? Quand tu veux. Tu sais que j'ai de l'apéro ici, j'ai du coca. Ben c'est ça, on est bien reçu, on peut en mettre sur les ordinateurs. Si tu veux du coca, ça dépend, il faut demander aux auditeurs, je sais pas s'ils veulent me revoir. Si tu veux du coca, heureusement que les messages sont privés, tu me non. Si tu veux mon coca, lèche mon clavier, hein, tout simplement. Ben c'est ça. Fais-toi plaisir.
qu'on aura plus de chance sur ce numéro. Allô? Allô, Maurice? Allô? Oui, Maurice? Oui? Salut, c'est Antoine de JRM, je te dérange pas? Non, non, non. Dis-moi, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu étais en couple depuis 37 ans quand votre séparation a eu lieu. On me reproche souvent du jeunisme sur JRM. On fait les quarantenaires me disent ouais, il n'y a que des petits jeunes de 20 ans. Et alors qu'en fait, non, voilà, il y a de tout âge. C'est juste que les jeunes parlent plus en général, ou sont plus en ligne. Mais il y a vraiment de tout âge sur JRM. Tu veux nous raconter ton histoire? Oui, il n'y a pas de point particulier. Hein. C'est vrai qu'on se connaissait depuis l'âge de. Enfin, on s'est connus, c'était en 75 et on s'est séparés d'une manière un peu informelle en 2010-2011 là. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, on est comment dire, je dirais, on est en séparation sans l'être. On a voulu le faire, on veut pas. C'est une histoire extrêmement douloureuse dans la mesure où on n'arrive pas à se quitter, quoi. On a plein de choses en commun, qui fait que du coup, on est, comment je dirais-je, vous êtes liés, vous êtes presque liés à vie en fait. Vous avez les enfants, vous avez la maison, j'imagine, etc. Les voitures, les comptes communs. C'est tout à fait, oui. Installé financièrement, matériellement, en temps, enfin, en tout cas, des enfants, des petits-enfants même. Et voilà, il s'est produit une rupture à un moment un peu particulier de notre vie commune, qui fait que du coup, même maintenant, après cette séparation qui dure et qui perdure et qui ne se termine pas, il y a une recherche de l'autre. Ok. Mais elle peut moi aussi, hein, je lui écris, elle m'envoie des messages, mais elle peut rester une semaine ou deux sans répondre. Et d'un seul coup, elle va se pointer à la maison. Quelle était la raison de la rupture? Elle a rencontré quelqu'un. Dans votre entourage? Non, dans son entourage, elle est au travail, oui. D'accord. Est-ce que c'était prémédité? Enfin, j'ai l'impression que je parle d'un crime, mais est-ce que c'était prémédité? Est-ce qu'il y avait Est-ce que tu as vu venir au fil des années quelque chose, ou est-ce qu'elle a juste ou est-ce que Non, j'ai rien vu venir, c'était pas prémédité, je pense que ça s'est déroulé comme ça. Il y a eu une période dans notre vie qui a été, dirais-je, un peu tumultueuse, un problème d'enfant qui était malade, enfin une fille qui était malade, bref. Moi, j'avais un travail qui me prenait plus que d'habitude et qui me rendait un peu absent, pas physiquement de la maison, mais en tout cas au moins intellectuellement et psychiquement. Peut-être un manque d'écoute, elle est partie, sa boîte a fait faillite et qui fait que un peu, comment dire, déstabilisé par tout ça, ce manque de repères social après dans son entourage proche, et c'est que dans cette période un petit peu de mise à la porte et puis elle a trouvé quelqu'un, il y a quelqu'un qui a su l'écouter. Ok. Mais je t'ai entendu dire qu'elle revenait de temps en temps et elle revient dans une situation conjugale, on va dire, ou elle revient juste d'un point de vue logistique à la maison? Ça lui est déjà arrivé de revenir dans une période conjugale, 3 mois, après sans relation particulière, hein, mais elle est revenue s'installer ici pendant 3 mois. Et puis là, de temps en temps, elle peut revenir à la maison d'une manière un peu subite, elle peut rester 3 à 4 heures et puis elle veut discuter, elle veut parler. Et qu'est-ce qui te fait souffrir dans l'histoire? C'est le fait que tu saches pas à quoi t'en tenir, ou c'est le fait qu'elle soit partie? Parce qu'on ne peut pas non plus exclure le fait que quelque part, toi, ça pourrait être une situation qui te conviendrait, mais en tout cas dont tu t'accommoderais. Mais si cette situation était claire. Je m'accommode pas du tout de cette situation-là. Hein. D'accord, non, mais c'est la question. J'ai pas de vie à côté, j'ai rien. C'est vrai que j'arriverai jamais à refaire ma vie. Hein. J'ai pas essayé de rencontrer des gens. Je m'aperçois rapidement que je ne peux pas. Il y a un pas que je ne peux pas franchir. Et puis je m'accorde pas du tout de cette situation-là. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Depuis 2011. Comment? Depuis 2011, d'accord. Ouais. Non, depuis 2011-2012. Ouais. Ok. Et donc depuis. C'est vrai que je pense que une fois j'avais employé cette expression-là avec elle, c'est avec qui ça sera toujours je t'aime moins non plus. C'est un peu ça. Hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des liens quasiment à vie parce que vous avez créé pendant toutes ces années une complicité qui est gigantesque et forcément vous êtes liés d'une certaine manière quasiment jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Je dis moi la seule solution que je voyais dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement qu'on rencontre quelqu'un, un psy, et qui nous fasse éventuellement délier ces liens qui nous unissent, parce qu'effectivement ils sont là invisibles, ils existent. Hein.
qui nous accroche l'un à l'autre d'une manière indéfectible. Et puis on a mal fou par rapport à ça, quoi, je crois. Ouais. Et comment elle s'exprime par rapport à la situation? Ça lui convient comme ça? Elle en souffre? Qu'est-ce qu'elle en dit? Ben, elle dit qu'elle en souffre. Et je pense que physiquement, elle en souffre. Je vois bien qu'elle en souffre parce que physiquement, je pense qu'elle a fait de dépression, c'est sûr. Et elle souffre du mal qu'elle te fait ou elle souffre de la situation? Elle souffre de ne pas arriver à choisir? Je ne sais pas du tout parce que c'est vrai, on ne peut pas dire. Il y a une expression qui dit dans le Nord, c'est des taiseux. Il y a des taiseux. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'exprimer et qui là, dans la situation où elle se trouve, elle a encore plus de mal à s'exprimer. Donc c'est difficile pour elle d'exprimer des choses. Ok. Donc il y aurait vraiment un travail à faire sur elle, ou peut-être sur vous deux, une espèce de psychothérapie, une thérapie de couple pour arriver vraiment à admettre les erreurs de chacun et reprendre quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours avec cet homme aujourd'hui ou pas? Oui, elle est toujours avec lui. Est-ce qu'elle est amoureuse de toi aujourd'hui? Je ne peux pas savoir, je pense que oui, mais je ne sais pas. Elle ne m'a pas assuré, je ne sais pas du tout. Et elle manifeste une intention de régler les choses ou pas spécialement? Non. Non, elle ne manifeste pas. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, elle est toujours amoureuse de toi. Elle a peut-être besoin de nouveautés ou de vivre autre chose, mais elle est restée avec toi pendant 37 ans. C'est quand même pas rien, quoi. C'est toute une vie. Je pense qu'elle est amoureuse et peut-être qu'aujourd'hui, elle a besoin d'un petit quelque chose, d'un peu de nouveauté, de vivre d'autres choses, une bouffée d'air. Il y a aussi des fois la peur de rester avec la même personne toute sa vie qui peut faire qu'à un moment donné on se dit voilà, je suis encore jeune, je peux encore faire des choses et voilà, je vais me trouver quelqu'un d'autre et il y a peut-être quelque chose d'étudié par rapport à ça, mais en tout cas elle a forcément beaucoup d'affection par rapport à toi, déjà parce que en général une relation longue quand on se quitte c'est souvent assez violent. Alors au début ça part bien et après ça c'est souvent les plus violents parce qu'il faut casser un lien qui est très très fort. Là, en l'occurrence elle l'a pas fait, donc c'est quand même le signe qu'elle tient encore beaucoup à toi. Mais le souci dans cette histoire, c'est que tant qu'elle ne sera pas prête à retravailler sur elle, à revoir ses erreurs, à revoir ses peurs, à comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se remettre dedans, vous aurez du mal à avancer dedans. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui a les cartes quelque part. Elle a les cartes et en même temps, elle danse d'un pied sur l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux questions à poser. C'est qu'est-ce qui la retient de partir et qu'est-ce qui la retient de revenir? Parce que visiblement, elle est un peu le cul entre deux chaises. Et malgré le fait que peut-être elle est taiseuse, etc., quand on pose une question extrêmement simple, il n'y a pas forcément besoin de s'étendre et ça peut être quelque chose qui va lui permettre, entre guillemets, d'exploser un peu et puis de sortir son problème. Et c'est peut-être de lui poser la question extrêmement simplement, qu'est-ce qui te retient de partir? Qu'est-ce qui te retient de revenir? Oui, mais je lui ai déjà posé la question à maintes reprises, hein. Effectivement, elle n'a pas de réponse, elle se tait, elle dit rien. Mais après, s'il n'y a pas d'enjeu pour elle à répondre à cette question, c'est pas qu'il faut passer la vitesse supérieure et il ne faut pas en arriver à un conflit, mais ce qui est certain, c'est que si, quand elle ne répond pas à la question, il ne se passe rien, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle y réponde. Après, toi, si c'est une situation dans laquelle tu vis depuis 2 ans en souffrant, à un moment, il y a le principe de réalité qui fait que il faut que tu prennes en compte ce qui s'est passé et puis que tu avances avec ou sans elle. Et du coup, est-ce que tu peux rajouter une dimension d'ultimatum dans cette question-là? Parce que toi, tu as besoin de savoir et tu dois pouvoir te positionner sur qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines années. Parce que tu peux évidemment pas être, coincé, attaché à un poteau en attendant que madame daigne revenir. Et puis voilà. Bien sûr. C'est ce que je lui ai dit plusieurs fois. Elle m'a dit, elle ne veut pas d'ultimatum. Elle dit, ouais, arrête de me dire des dates parce que je ne peux pas. Dès que je lui dis une date, il faut que tu te décides à tel moment. Parce qu'il y a une peur derrière ça. Il y a forcément une peur. Il faut arriver à déterminer cette peur. Est-ce que c'est la peur de revivre une monotonie? Est-ce que c'est la peur de s'engager jusqu'à la fin de ses jours? Est-ce que c'est la peur de ne pas s'amuser? Il y a une peur, il faut absolument la chercher, la trouver. Si c'est un engagement, enfin, si elle résiste à cet ultimatum, tu peux lui demander un engagement. Les grosses marches, c'est toujours plus compliqué que les petites marches. Hein. Comment on mange une baleine par petites cuillerées.
Donc, il faut lui proposer un engagement qui soit plus petit. Si, par exemple, je sais pas, supposons que vous voyez toutes les 2 semaines, à peu près, et si tu dis, bah voilà, on va se réserver du temps pour nous deux, et le deal maintenant, c'est, tu peux continuer dans un premier temps à faire comme tu fais jusqu'à maintenant, mais moi, il faut que je le sache à l'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, le mercredi soir, c'est du temps pour nous deux, et tu peux préparer quelque chose avec ça, c'est-à-dire anticiper, savoir qu'elle vient, et à partir de ça, tu réaménages quelque part un calendrier dans lequel tu as une routine, mais pas une routine dans le mauvais sens du terme, une routine dans le sens, tu refabriques une intimité sur laquelle tu as un contrôle, parce que là, tu n'as pas de contrôle sur l'intimité que tu as avec elle, et du coup, en gros, tu es pris au dépourvu, elle arrive, elle sonne, si j'ai bien compris, et puis voilà, comme un ado, quoi. Comme un ado qui revient, qui se pose le cul devant le canapé, qui demande ce qu'il y a à manger. Ouais, enfin, je schématise un petit peu, mais il y a cette espèce de dimension. Franchement, en fait, c'est pas schématisé, c'est un peu ça. Ouais. Mais alors, à ce moment-là, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais il faut peut-être la traiter comme une ado. C'est-à-dire, en gros, c'est un ado, on dirait, tu veux de l'argent de poche, ben, tu laves la bagnole tous les samedis. Et puis, elle, quelque part, il faut lui demander un engagement. Donc, moi, je te propose l'histoire d'une soirée par semaine, mais après, en fonction de ce que tu peux faire, ça peut être autre chose. Tu sais ce que je te propose, Maurice? J'ai pris une des personnes, notre coach en a pris une autre. Je te propose que Basile t'appelle demain. Ça te dit ou pas? Ouais, volontiers, ouais. Ça te dit? Je peux lui faire ton numéro de téléphone? Et comme ça, vous voyez ensemble et vous en papotez un peu et il va te donner des bons conseils sur le sujet. C'est gratuit, il n'y a pas de piège. Hein. Non, j'ai bien entendu. Mais Okay. par contre, je ne serai pas là dans l'après-midi. Vous voyez ensemble quand ça vous arrange. Et, Je t'envoie un message avec mon numéro de téléphone et tu me rappelles quand tu veux. D'accord, ça marche. Écoutez, merci. Et puis, continuez votre émission, c'est très bien. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage. Salut. Au revoir. Au revoir. Regarde, pour rien oublier, je t'envoie le numéro tout de suite. Appel. Parce que j'ai une mémoire de poisson, donc je peux oublier des choses à tout instant. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. J'espère que peut-être que vous en voulez d'autres, peut-être pas du tout. Peut-être que vous avez trouvé ça complètement nul. Peut-être que vous avez trouvé ça génial. Peut-être que vous avez dit mais merde, mais c'est qui ces beaux gosses qui sont ici ce soir? Et si jamais ça vous dit, si jamais vous avez envie qu'on réponde à d'autres questions en ligne, si vous avez envie qu'on vous donne d'autres informations, si vous avez envie qu'on papote ensemble, peut-être, je sais pas, tous les lundis soirs ensemble, avec ou sans Coca, dans cette soirée, dites-le moi, renvoyez-moi des tonnes d'emails, dites-moi, voilà, j'ai envie qu'on parle ensemble, j'ai envie qu'on fasse des choses. Si jamais vous préférez regarder NCIS ou autre, n'hésitez pas, ne dites rien, ou dites-nous que voilà, vous préférez regarder NCIS, faites-vous plaisir. Et dans tous les cas, pour moi, c'était un grand plaisir. Pour toi, c'était comment? Pour moi aussi, j'ai juste un petit message perso à passer à Quentin. Quentin, si tu peux nous envoyer un message avec ton email, je vais t'envoyer quelque chose, parce que oui, on a failli choisir ton histoire. On a failli choisir ton histoire. Je vais t'envoyer quelque chose. Exactement. Et on a eu des... vous avez été... ouais, et moi, ça m'a fait plaisir d'être là, effectivement. C'est un grand bonheur de parler aux gens. Et le direct... Et puis surtout de pouvoir transmettre, parce que finalement, on a tous été un peu dans cette situation. Alors, j'ai un truc qui moi, m'avait vachement marqué, c'est à la fin, tout va bien. Et si ça va pas encore bien, c'est que c'est pas la fin. Et dites-vous bien que si vous souffrez maintenant, c'est que c'est pas fini. C'est que c'est pas fini. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, vous allez voir sur la partie coach.jerécupéremonex.com, il y a des coachs qui vous répondent toute heure du jour et de la nuit, toute la semaine, du lundi au dimanche. Il y a le podcast, il y a le cadeau de Basile qui est passé tout à l'heure. Si jamais vous en voulez encore, si jamais vous voulez des conseils, vous nous renvoyez les emails. Il y a l'email d'invitation, c'est tout simple, c'est les emails sur lesquels je vous envoie des newsletters presque tous les jours. Vous répondez tout simplement, vous mettez dans votre numéro de téléphone toutes les infos sur vous. On vous rappelle et on me demande si je suis pas célibataire. Pas célibataire. Et en tout cas, ça fait plaisir malgré ma tête de défoncer. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Salut. Au revoir à tous. À plus tard.